Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Un journaliste français de mes connaissances, dont j'aime bien les remarques qu'il me fait sur le top 3, m'avait affirmé qu'il ne comprenait pas cette propension des télévisions algériennes à commémorer à tout va, à célébrer avec une régularité de métronome tous les grands événements de l'histoire de leur pays. Il s'est montré étonné qu'on n'en rate pas une et même plus, puisque nous célébrons aussi les anniversaires de la disparition et même de la naissance de nos grands hommes. Ce confrère trouve que ça fait un peu vieillot, un peu lourd et même, je reprends ses propres termes, barbant. Et pour me convaincre que c'est lui qui est dans le vrai, il m'a demandé d'aller voir du côté de la télévision française, par exemple, où il n'y a pas moins d'événements historiques, mais pas de commémoration. Si ce n'est pendant quelques minutes, dans le meilleur des cas, parce que, m'a-t-il affirmé, les téléspectateurs sont libres aujourd'hui. Ils ont le choix. S'ils ont le sentiment d'être pris en otage par une propagande ou une autre, ils zappent, tout simplement. Et j'avoue que je me suis senti choqué par ce que me disait ce journaliste. Et plus j'y réfléchissais, plus j'étais perplexe. Il est vrai que nous donnons l'impression de trop en faire avec notre mémoire, dans le même moment où nous l'altérons, où nous la falsifions, où nous l'utilisons pour des motivations et d'autres pas toujours très claires. Et il est vrai aussi que nous faisons feu de tout bois pour procéder d'une sorte de mise en scène de l'opinion publique, comme si nous étions réglés à le faire de façon inconditionnée, mais avec des slogans, des professions de foi patriotardes, autant qu'elles sont creuses. Mais, d'un autre côté, j'avais le sentiment diffus que ces commémorations étaient motivées aussi par un désir sincère d'entretenir le feu sacré, de rendre justice à tous ceux-là, des nôtres, qui avaient été broyés, dispersés, torturés, violés, leur mémoire effacée. Je ne sais pas si ce sera le cas dans quelques décennies, si nous aussi apprendrons à prendre de la distance avec notre mémoire, à n'en rappeler que quelques bribes et à enterrer le reste. Je ne sais pas. Mais si cela se produit un jour, alors c'est que nous aurons peut-être exorcisé nos douleurs et surtout rendu vraiment justice à nos martyrs. C'est peut-être cela qui nous attend et qui nous interpelle. Aujourd'hui. HuffPost Maghreb, 17 octobre 1961. 57 ans après, la France refuse toujours de reconnaître un crime d'État. Par la rédaction, El Watan, massacre d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Un collectif appelle Macron à reconnaître un crime d'État. Par Mokran Aïtou Arabi. L'Humanité, 18 octobre 1961, la presse choisit son camp. Par Olivier Morin. 17 octobre 1961, 57 ans après, nous allons donc essayer de commémorer, de parler, de discuter de ce tragique événement, de ce que nous, les Algériens, nous qualifions de crime d'État. Et avec moi pour en parler, Hassan Zahraoui, sociologue. Merci Hassan Zahraoui d'être avec nous. Merci Jamaldine. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les spectateurs qui nous regardent. Merci. Brahim Senoussi, écrivain et militant pour des causes de ce genre, hyper présent un peu partout quand ça se passe. Brahim Senoussi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter et de me réinviter. Merci. C'est toujours un plaisir, c'est Brahim. Et salut bien sûr à nos auditeurs, merci. Qui sont nombreux. Et nous allons être bientôt rejoints par Mohamed Kaki, qui est pris dans la circulation, qui est président de l'association Les Oranges. Alors, au sujet du petit édito du début,
Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Senoussi? Est-ce que nous en faisons trop dans ces commémorations? Je pense qu'il y a un biais dans ce que dit ce journaliste français. Comme on dit, il faut toujours savoir d'où l'on parle. Il est français, donc il parle de sa situation de français. Il part de celle-là. Alors, voyons les faits. Est-ce que la France ne commémore pas ses conquêtes, ses victoires, ses défaites, ses machins, etc. Je trouve que ce n'est pas vrai. Quand il y a le 8 mai 1940... Mais il parle de la télévision, hein. Oui, C'est-à-dire les télévisions françaises j'ai bien compris. ne commémorent pas comme nous commémorons. Oui. Ouais. Parce que le besoin de commémorer en France, il est infiniment plus faible qu'en Algérie. En France, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'ouvrages, des milliers de films, des milliers de romans qui se rapportent aux grandes périodes de l'histoire de la France. La mémoire de la France n'est pas menacée de disparition, pas du tout. Moi, je veux bien oublier, mais laissez-moi le temps d'apprendre ce que je dois oublier. Je ne le sais pas, je ne le connais pas. Cette mémoire qui j'espère se perpétuera au cours du temps, elle est menacée de disparition. Si vous allez dans la rue et que vous côtoyez des jeunes, n'est-ce pas, vous leur demandez, vous leur donnez une date, vous leur donnez un fait. Ah bon, c'est quoi? Ils ne savent pas. Oui. L'histoire n'est pas apprise. Ça veut dire, malgré l'hyper-commémoration, Oui. finalement, la plupart de nos jeunes, une grande majorité même, ne connaissent pas ces événements, ou très peu. Et c'est pour ça aussi que les commémorations en Algérie se font en circuit fermé, c'est entre dirigeants, on se retrouve officiellement. Le peuple est absent, les gens sont absents. Quand on dit on fête le 1er novembre, il n'y a pas de fête en Algérie, c'est pas vrai. C'est vrai. Même la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance. C'est une réjouissance. Ouais. Là, c'est pour beaucoup un motif de gêne, parce que, par exemple, les boulangers ne font pas de pain ce jour-là parce que c'est férié, etc. Oui, etc. Exact. Et donc, les gens rouspètent parce que, dans leur quotidien, ils sont dérangés. On en a marre de ces fêtes. Hassan Zahraoui, aussi à ce sujet, est-ce que nous commémorons trop ces fêtes nationales ou ces tragédies nationales? D'abord, il faut quand même savoir que ce n'est pas les mêmes périodes historiques. Pour la France, c'est une histoire longue. Nous, c'est une histoire récente. Et c'est un devoir de témoigner, c'est un devoir de mémoire que de commémorer. Parce que la menace, comme vient de le dire M. Senoussi, c'est que l'on oublie. Moi, je ne veux même pas apprendre pour oublier. Je ne veux pas oublier. Et comment envoyer un texte pour, par exemple, excusez-moi, M. Djamaldine, vous reprochant de commémorer le 17 octobre 61. Mais c'est quelque chose d'incroyable, parce que le 17 octobre 61, c'est une page noire dans l'histoire de France, c'est une grande page triste mais glorieuse de l'histoire de l'Algérie, et c'est un événement dramatique, tragique, qui concerne les deux pays. Et il est récent, et comment on peut oublier alors qu'on ne peut même pas faire le deuil, puisque beaucoup de disparus n'ont jamais été retrouvés. Mais est-ce justement parce que nous n'avons pas fait notre deuil de ces événements, que la vérité n'a pas été faite, que la justice n'a pas été faite, vraiment, que nous continuons comme ça à commémorer, mais de façon, j'allais dire, assez machinale, qui ne va pas au fond des choses? Oui, non, Jamal, je ne suis pas d'accord, parce que tous les ans, ceux qui manifestent, les militants, je viens du Pont Saint-Michel, parce que je tenais à être présent en hommage à tous les ans j'y vais, à ces victimes. J'ai vu pas mal d'amis, mais il n'y a pas foule. Il n'y a pas foule. Oui. Donc, c'est que tous les ans, on demande toujours la même chose. On bute sur deux obstacles majeurs. D'abord, qui a donné l'ordre vraiment? On sait, le sinistre Papan, enfin le préfet de police de Paris. Mais jusqu'où vont les responsabilités? Est-ce que c'est un crime d'État ou pas? Faut-il le reconnaître comme tel? Et c'est sur cela que butent tous les ans les militants et tous ceux qui sont les humanistes, les gens qui sont soucieux de la vérité, parce que la France se grandirait en se regardant dans sa propre Et vous histoire. êtes donc rentré dans le sujet. Alors, justement, la question avec laquelle nous pourrions commencer, et pourquoi le FLN avait-il appelé à cette manifestation? Je rappelle que quelques jours avant, il y a eu un ordre de couvre-feu seulement pour les Algériens, même pas pour les Maghrébins. Alors la question est pourquoi le FLN
Fédération de France avait appelé à ces manifestations alors que l'indépendance était quasiment acquise. Est-ce que cette direction ne s'est pas risquée dans une aventure qui allait entraîner des pertes immenses, énormes, alors que ça ne valait pas la peine? La question, Jamal, mérite d'être posée, effectivement. Oui. Mais cette manifestation devait avoir lieu, mais les conditions dans lesquelles elle avait été préparée, c'est une autre question qui demeure en suspens. Pourquoi? Parce que le 5 octobre, après une réunion interministérielle, le préfet Papon décide donc, comme c'est anticonstitutionnel, il est demandé aux Algériens, au FMA, Français musulmans d'Algérie, oui, de ne pas circuler entre 20h30 et 5h30 du matin. Parce que s'il avait dit interdit, c'est contre la Constitution de 1958. Tous les citoyens doivent traiter de façon égale. Voilà. Et là, c'est un traitement faciès. Oui, voilà. Et oui, donc comme c'est anticonstitutionnel, il n'a pas dit interdiction. Il a dit conseiller. Mais la police a pris ça pour une interdiction. D'accord. Voilà. Parce que les termes de l'arrêté préfectoral étaient conseillés. Oui. C'était pas interdit. Oui, il est demandé aux Algériens de ne pas circuler entre 20h30 et 5h du matin. 5h30 du matin. Oui. Et aux commerçants de Besserido, vous imaginez, à 19h. Et il est demandé aux gens qui ont des voitures de ne pas rouler en voiture. Il est demandé aux travailleurs algériens de ne pas se regrouper, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une tension très forte entre le FLN et la police, parce qu'il y a eu des attentats de commissariat, des assassinats de policiers, etc. Donc l'atmosphère était tendue. Mais comment ne pas organiser une manifestation quand on vous assigne quasiment à résidence, Jamal ? Puisqu'on interdit aux Algériens un couvre-feu raciste, vexatoire, discriminatoire dans la République. Article 2 de la Déclaration des droits de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme, les citoyens naissent libres et égaux en droit. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui. Dans la mesure où il y avait, les Algériens étaient considérés à ce moment-là comme des Français, puisqu'on les appelait Français musulmans algériens. Oui. Excusez du terme, FMA, les FMA. Oui. Donc, leur interdire ça avait un double effet. D'une part, les travailleurs étaient très perturbés. Mais il y en avait qui obtenaient des autorisations de circuler pour aller au travail. Mais il fallait du temps, etc. Mais surtout, le FLN ne pouvait plus se déployer, organiser ses activités nocturnes, les réunions. Mais on était aussi dans un contexte de surenchère, parce qu'il y avait les négociations des deux parties. Exactement. Et chacun des deux protagonistes avait intérêt à créer un rapport de force avant. C'est pour ça que De Gaulle ne serait pas intervenu Oui, De Gaulle a joué un rôle... Bon, il a fait l'abonné absent. Hein. Il était abonné absent. Paraît-il que quand on lui a appris la tragédie, il a dit c'est banal, mais enfin ordinaire, je ne me rappelle plus du terme exact, mais c'est inadmissible. Donc il a reconnu que c'était inadmissible. Mais les Algériens donc le FLN avait organisé, mais la question qui reste posée et qui est en suspens, c'est que semble-t-il, le GPRA n'avait pas donné l'ordre de cette manifestation. On dit même que les responsables de la Fédération de France qui étaient en Allemagne n'étaient pas eux-mêmes au courant, ou très peu. Oui, par contre, le comité fédéral s'était réuni à Cologne. Après, il y avait 3 personnes majeures du mouvement. Alors, il y avait le fameux Mohamed Sadek, Mohamed Zouaoui et Omar El-Hadj, que j'ai connu du syndicat. Donc, et Ali Haroun, non non, il n'était pas dans les organisateurs. Il n'était pas parmi les 3 organisateurs. Celui auquel incombait l'organisation de la manifestation, c'était Mohamed Zawi. Et donc, on se demande si, dans les rapports de force qui se jouaient à l'intérieur même du FLN, des leaders de la lutte de libération nationale, et la Fédération de France, mais on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qui avait intérêt à organiser cette manifestation. Brahim Senossi, voilà. Votre avis, parce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, avec le recul du temps, que c'était un sacrifice vain, inutile, qu'il ne fallait pas envoyer les gens au charbon, puisque l'indépendance était quasiment acquise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous-même ? C'est vrai qu'on a joué avec la vie humaine dans le cadre de la surenchère qui était en train de s'établir entre les 2 protagonistes. Il y avait une négociation, en effet.
Et puis il fallait que chacun voulait arriver en position de force. Voilà. Et donc on a envoyé des gens effectivement à l'abattoir. Mais à la limite, on aurait compris que le FLN qui avait besoin d'évoluer dans le maquis urbain qui était Paris, surtout la nuit, avait besoin que les Algériens sortent et que lui, au milieu, comme un poisson dans l'eau, selon la vieille formule théorie révolutionnaire, on aurait compris si l'indépendance était encore incertaine. Or, ils avaient la certitude qu'on allait vers l'indépendance. Et qu'en envoyant les gens au charbon, c'est un signal à dire, mais c'est un signal adressé à l'ennemi, d'accord, l'ennemi avec qui on se prépare à négocier. Quelles que soient les pertes. Ben, je pense que il y a toujours des pertes dans ces cas-là. Hein. On est en guerre, c'est une sale guerre, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais c'est pas une guerre traditionnelle, classique, avec deux ennemis qui se font face et qui se tirent dessus. Là, c'est une sale guerre. Et dans une sale guerre, on emploie des sales moyens, souvent, malheureusement. Difficile d'admettre. Non, mais c'est très difficile de l'admettre, bien sûr, c'est même inadmissible. Oui, parce que l'indépendance était là. Oui. Pourquoi envoyer des gens à la mort, franchement? Ou alors, est-ce qu'ils ont mal calculé? Est-ce qu'ils n'avaient pas présumé de la réaction Djebel, il fallait quand même dénoncer ce couvre-feu qui devenait très, très handicapant pour la communauté algérienne. Oui. Ça, c'était le mobile numéro 1 de la manifestation. Mais je suis d'accord avec toi ou avec vous, ça dépend comment. Pour dire qu'effectivement, parce que l'ordre de la manifestation qui a été donné donc au haut lieu, puisqu'il y a eu une réunion du comité fédéral à Francfort, il y a donc Omar Boudaoud qui coordonnait à l'époque donc la Fédération de France du FLN, ils avaient pris cette décision et ils disaient aux Algériens, c'est ça qui est dramatique, ils demandaient aux travailleurs algériens, hommes, femmes et enfants, travailleurs et hommes, je veux dire hommes, et les femmes et les enfants. Donc de manifester, mais sans le moindre, même un coupe-ongle. Interdiction au risque de la mort. Comment? Alors, mais ils n'avaient pas anticipé, les organisateurs, la répression sanglante qui allait avoir lieu. Ils ont livré effectivement des hommes dignes et des femmes dignes, parce que les femmes, ça va être le 20, normalement, leur manifestation, mais il y en avait aussi qui étaient là. Et ils étaient habillés avec des costumes pour montrer leur dignité. Ils étaient venus les mains nues, ils avaient interdit d'envahir la rue pour ne pas gêner les passants. Et donc, la manifestation... on nous dit qu'ils étaient en tenue correcte, oui, tout à fait, de dignité. Les femmes ils sont venus manifester dans la dignité. Oui. Ils sont venus manifester dans la dignité pour dire halte au couvre-feu raciste et discriminatoire. Et puis libérer, Algérie, algérienne, libérer Ben Bella. Bon, et d'autres slogans. Brahim Snoussi, quel était le statut à l'époque de l'Algérien, enfin du français musulman, du FMA à cette époque-là, et quelle était la perception de la société française à ce moment-là, de ces gens qui vivaient chez eux, qui étaient très polémiques, qui venaient d'un pays où il y avait une guerre contre la France? Comment les percevait la société française à ce moment-là? Alors là, on peut aller fouiller dans le fond documentaire du cinéma français, par exemple, et voir un film comme Élise ou La vraie vie ou des choses comme ça. Et on a une image assez fidèle de ce qu'il représentait aux yeux de la population française. D'accord ? Déjà, le fait de leur donner un qualificatif différent, de les appeler FMA, c'est les exclure quelque part de la communauté nationale. Ils ne font pas tout à fait partie de la communauté nationale. De toute façon, ils ressemblent assez peu aux Français et ça fait partie de leur... Il y a un incident qui s'est passé durant cette répression, qui était une répression raciste. Ça veut dire qu'on prenait les gens au faciès. Et c'est comme ça qu'il y a un grand écrivain, que vous connaissez peut-être, c'est l'auteur de 100 ans de solitude, Gabriel García Márquez, qui se retrouvait pris, et il a passé toute une nuit dans la cour de la préfecture de police de Paris avec les Algériens. Il a eu beau crier qu'il n'était pas algérien, qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire, ils l'ont ignoré, et puis il est resté. Et puis le lendemain, ils sont aperçus de leur erreur, et puis ils l'ont libéré. Et c'est arrivé à deux ou trois personnes qui avaient un faciès, qui n'étaient pas des Algériens, mais ils avaient un faciès qui aurait pu laisser croire que c'était des Algériens, et donc ils sont pris par la patrouille. Comme quoi. Nous venons d'être rejoints par Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir. Depuis le temps, vous deviez nous rendre visite, nous appeler, mais vous avez été pris dans la circulation?
On a été surtout pris dans le rassemblement Oui. important à Saint-Michel. Paris ce Oui. soir. Oui, Donc, oui. un rassemblement historique. Il y avait du monde. Énormément de monde. Ah, c'est bien. Mais ce n'est pas le côté officiel de la célébration. Hein. Ah, Le matin, c'était l'ambassadeur C'est ça. et le soir, c'est le peuple algérien. Eh bien, Le peuple algérien de Paris. les associations, en tout cas, les citoyens, voilà. Alors, il y a une personne qui vient de nous appeler, qui n'est pas d'accord avec Hassan Zahraoui. C'est un monsieur de l'ancienne Fédération de France, Oui. Tahar Tinouilin. Vous le connaissez? Non. Alors, il a demandé à intervenir. On n'a pas l'habitude de faire intervenir Oui. le téléspectateur, Oui, mais... bah, si c'est de la fédération, pourquoi pas? Oui, absolument. Oui, Alors, voilà. Tahar Tinouilin, Oui. merci d'être avec nous. Vous avez demandé à intervenir. Oui, oui, absolument. Ah ben, marhaba bik. Vous vouliez préciser quelque chose ou contredire quelqu'un sur ce plateau? Oui, absolument. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous en prie. Voilà, absolument. Parce que dans laquelle que vous disiez, si vous me permettez, vous disiez que la fédération, enfin, la manifestation de 17 octobre, elle n'est pas dirigée par le GPRA, par la Fédération de France. Non, monsieur. Non, on n'a pas dit ça. Non, Hassan. non, Il a dit c'est la Fédération de France qui a appelé à manifester pour protester contre le couvre-feu des FMA et que probablement même les membres qui étaient en Allemagne étaient d'accord. Il n'a pas dit le contraire. C'est le comité fédéral qui a organisé la manifestation du 17 octobre. On a dit ça, monsieur. C'est bon. C'est ce qu'on a Non, dit, mais, voilà. Tahar Tinouilin. Merci beaucoup. Merci Ouais. pour votre Voilà. précision. Voilà, Alors, vaut mieux préciser. Ahmed Kaki, nous étions en train de parler, avant que vous n'arriviez, de ce que certains qualifient de propension des télévisions algériennes de commémorer systématiquement tous leurs événements, mais commémorer de façon assez... Par exemple, on consacre toute une heure, toute l'émission. On n'en parle pas pendant 2 minutes pour passer à un autre sujet. Certains confrères français nous le reprochent de façon très amicale, hein, au demeurant. Ils nous disent, mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'avez pas fait votre deuil? Vous avez beaucoup d'événements que vous commémorez tous. À votre avis, on ne devrait pas? Ben, écoutez, si, à condition. Oui. À condition que ce soit un travail de transmission et qu'il soit élaboré sur l'ensemble de l'année et qu'il rappelle aussi les amis. Et permettez-moi, cher monsieur, puisque ce soir, c'est une soirée importante du 17 octobre 61 et les jours suivants. Parce qu'on n'a pas parlé, c'est tout le mois d'octobre, des semaines après et avant. Absolument. Au mois de septembre, il y a eu des assassinats d'Algériens en France. Oui. Permettez-moi de rappeler la mémoire d'un homme important, qui est un frère, qui s'appelle Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi, Brahim, allez en parler. Jean-Luc Einaudi C'est est un un- ami, ouais. c'est un ami personnel. Oui. J'ai travaillé avec lui. J'ai l'impression que c'est un ami personnel à vous trois. Absolument. Oui. Et C'est d'ailleurs l'ami personnel de tous les Algériens. absolument. Et c'est un homme merveilleux puisqu'il a fait un travail d'enquêteur, un travail acharné. Son métier, ce n'était pas historien. Et il travaillait avec moi à la protection judiciaire de la jeunesse. Nous travaillons ensemble dans le même, pour le ministère de la Justice. D'accord. C'est un spécialiste de la jeunesse à la base, donc on travaille avec les jeunes. Donc on travaille dans la même maison. Et j'ai une pensée émue pour lui. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on lui consacre une soirée à cet homme qui a fait... Il a fait un travail de recherche important. un point incroyable. Important. Il a pu dénombrer le nombre de victimes à peu près, Il a fait la casser bataille- certains d'un Voilà. tabou. Ouais. Et donc c'est important aussi de se rappeler de tous ces hommes et femmes qui sont morts pour l'Algérie. Fernand Yveton, bien sûr, oui. hein, qui a été guillotiné par François Mitterrand. Dont la rue a failli être débaptisée à Oran. Voilà. Hein, oui. Maurice Audin, dont on a parlé assez longuement aujourd'hui. Et donc, bien sûr qu'il faut commémorer, mais il y a commémorer et commémorer. Oui. Si c'est simplement se faire plaisir en rappelant comme ça une histoire triste, dramatique, ça, c'est pas un service qu'on rend. Je pense que, d'ailleurs, on parle de victimes. Ce n'étaient pas des victimes, monsieur. Le 17 octobre, c'est des hommes et des femmes qui étaient debout, la tête haute, et ils étaient d'un courage énorme.
victime, c'est quelqu'un qui est forcé de faire quelque chose en quelque sorte et qui subit. Or, les Algériens de l'époque, je dirais, ils sont sortis ce jour-là, les hommes et les femmes, d'une dignité. C'est un combat qu'ils ont mené ce soir-là. Un combat très important pour la justice, pour l'égalité, pour être quelqu'un. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir aussi le contexte de cet aspect-là. On ne peut pas comprendre le 17 octobre si on ne comprend pas une chose importante qui est 1956, les pouvoirs spéciaux. Ce sont les pouvoirs spéciaux qui ont permis le processus de la torture, le processus, si vous voulez, d'un permis à tuer. Le crime, je veux dire, les policiers... Et Papon, quand il a émis ce communiqué demandant à la population nord-africaine, algérienne, de ne pas sortir, d'observer le couvre-feu, c'était tiré des pouvoirs spéciaux, inspiré du moins des pouvoirs spéciaux? Il faut savoir, le contexte à l'époque, c'est quand même... on parle toujours de Maurice Papon. Oui. Mais Maurice Papon, il a beau jeu. Maurice Papon, il est sous les ordres de qui? De Roger Frey. Et Roger Frey, il est sous les ordres de qui? De Gaulle. Non, Michel Debré. Ah, Michel Debré, chef du c'est un gouvernement. personnage dont on ne parle jamais. D'accord. Et il a une responsabilité des plus hautes autorités de l'État. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, évidemment Michel Debré, qui est... D'ailleurs, c'était un très dur. Il ne voulait pas de l'Algérie indépendante. Rappelle que c'était le Premier ministre de l'époque. Bien sûr, Oui. C'était le Premier ministre de les l'époque. téléspectateurs. Premier ministre de l'époque de la France. avait refusé la Et- démission au mois d'août. Et donc, D'accord. Ouais. il a mené une bagarre avec De Gaulle très importante. On a aujourd'hui des amis historiens qui se sont procurés un certain nombre de documents nouveaux. Hein. Et donc, on a les conversations. On sait que, justement, Michel Debré a une responsabilité importante. Il ne Et voulait il ne pas. s'était pas opposé à cette mesure de Papon, Debré? Absolument pas. Et De Gaulle? Ben, De Gaulle, Laissez on faire. ne sait pas. Aujourd'hui, on s'abstiendra de... Oui, mais de avec Gaulle. le recul On du ne temps, les mémoires, Bien sûr. les témoignages, on doit savoir. plus ou Alors, moins. On peut glisser une hypothèse. voilà, une hypothèse. tout à fait. L'hypothèse, Mais on va être prudent. c'est De Gaulle, Ouais. faites, mais je ne vous couvre pas. Absolument. C'était ça le slogan, Ouais, ouais, le ouais, mot non. d'ordre. Voilà. Voilà. Et donc, ça, je dirais que on ne peut pas comprendre le 17 octobre 1961 sans ce contexte extrêmement important des pouvoirs spéciaux. Et parlons-en des pouvoirs spéciaux, cher monsieur. Les pouvoirs spéciaux ont été votés par qui? Par la droite, par la gauche, à l'initiative du socialiste Guy Mollet. Et les communistes ont voté, les socialistes ont voté, la droite a voté. C'est-à-dire, comme un seul homme, ils ont donné un permis à tuer. Et ça, c'est important. Et ça procurait quoi? Les camps de la mort en Algérie, les camps de concentration, pas l'oublier. Parce que dans le 17 octobre 61, il y a eu les morts, effectivement, noyés, assassinés, etc. Mais il y a une fameuse phrase très importante qui s'appelle le rapatriement ou l'expulsion vers les douars d'origine. C'est quoi les douars d'origine? C'est absolument faux, c'est un mensonge total. C'est le bannissement. Non, en fait, ils les ont emmenés dans les camps de la mort. Ah. Ils les ont Ça livrés veut à dire, l'armée. ça veut dire ils ne les expulsaient pas vers leur douar d'origine, Absolument. mais vers des camps de De la concentration qui étaient dans leur région. Tenus par l'armée. C'est-à-dire D'accord. que, si vous voulez, les pouvoirs spéciaux ont généré la torture, ils ont généré les camps de concentration. C'était plus facile là-bas. Évidemment. que ici. Et donc, c'est tout ça. C'est pour ça qu'on parle des 200 à 300 morts sur des 6 octobre. En réalité, on oublie les disparus. Et les disparus vers les douars d'origine, cela, à ce jour, on ne sait pas. Et donc, évidemment... Même Enodi n'a pas pu les C'est un circonscrire. travail qui reste à faire, un travail D'accord. d'histoire qui reste à faire. C'est pour ça que... Et donc, du coup, c'est important de dire qu'il y a un travail des sciences sociales et humaines qui reste encore Il reste un encore immense à chantier. faire. Et donc, et c'est le dernier mot que je voudrais dire Oui. aussi, c'est que il faut quand même dire que c'est tout ce travail de révélation. Il y a eu notre ami Jean-Luc Enodi, mais il y a eu le mouvement associatif. Sans les associations en France, cette histoire du 17 octobre 1961 resterait dans l'ombre. Et donc, je crois que c'est important aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Nous sommes un collectif d'associations, plusieurs, et depuis plus de 25 ans, on est au charbon sur le terrain. Et vous avez Et on beaucoup- nous oublie. Vous parliez de vous ce avez beaucoup de matin mérite. des gens qui commémoraient le matin avec le maire de Paris. Ils sont bien gentils. Mais quand même,
quand même ceux qui ont fait le défrichage, ceux qui ont été au charbon, je dirais, tout le temps, de manière permanente, parce que c'est toute l'année qu'on travaille la question de la transmission. Vous savez, moi, par exemple, j'ai joué des pièces de théâtre, vous le savez, La Pomme et le Couteau sur le 17 octobre 61, qui est une pièce inédite que j'ai jouée avec mon ami Adel Hakim, le regretté Adel Hakim, directeur du théâtre de Ivry. Vous savez, il n'y a pas que les livres. Il y a aussi, je dirais, le travail artistique. C'est éminemment important de faire la transmission par les livres, par le travail artistique, par les colloques, les conférences. C'est la convergence de tout ça, mais il nous faut une détermination. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, qu'on essaye. Oui. Moi, je m'imagine toujours ces cohortes grises de gens qui marchaient la nuit, femmes, enfants, hommes, très disciplinés, avec ce fameux mot d'ordre d'être très bien mis, bien habillés. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Hassan Zahraoui, de l'état d'esprit qui régnait à ce moment-là? Comment étaient ces gens? Est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'ils étaient en confiance? Non, je crois qu'ils n'avaient pas peur. Parce que je peux vous dire, parce que moi, dans le cadre de mes travaux de recherche au CNRS, j'ai été amené à rencontrer des témoins directs, des gens qui ont vécu cette histoire. Donc, je crois que je suis bien placé pour parler de ces événements, parce que c'est les témoins directs, ceux qui ont vécu, ceux qui ont été, pas plus tard qu'hier, je discutais avec un des responsables qui m'a dit, vers 17h, je suis allé dans les hôtels du 3e arrondissement. Et voilà, on l'appelle José, mais bon, c'est son prénom, je ne sais pas, dans un café, il s'appelle Le Petit Pont, on les salue. Alors il m'a dit, à 17h, je suis allé voir, parce que l'ordre était tenu secret. Jusqu'à midi du jour de la manifestation, pour ne pas que la police soit informée. Malheureusement, la police... À combien d'heures avant la manifestation a-t-il été rendu public? 12 heures, et la manifestation devait partir à partir de 20h, disons à partir de 20h, 20h30, il fallait... Parce que la manifestation était organisée autour de 3 niveaux, c'est-à-dire une manifestation qui devait partir de l'Étoile, on va dire les Champs-Élysées, à partir du pont de Neuilly, mais ils n'ont pas pu. Une autre, ça c'est ceux qui viennent donc de l'ouest parisien. Une autre manifestation était prévue à l'intersection du boulevard Saint-Michel, du boulevard Saint-Germain. Une troisième qui devait partir de la République à l'Opéra et inversement, Opéra-République. Donc la personne dont je parle, un des témoins, mais parmi d'autres que j'ai rencontrés, il m'a dit, moi, et effectivement, c'est confirmé par ceux qui ont écrit sur cette tragédie. Est-ce qu'ils habitaient dans des quartiers spécifiques? Bien sûr, bien sûr. Où juste? Eh ben, ils habitaient beaucoup dans les hôtels meublés, dans les hôtels tenus par des marchands, hélas, des marchands de sommeil. Mais il y avait aussi des bidonvilles. Il y avait aussi des bidonvilles. À Nanterre, à Colombes. À Nanterre, à Colombes. C'était des bidonvilles, hein, oui, des vrais bidonvilles. Et c'est les endroits stratégiques pour la police parisienne et pour je ne dis pas monsieur. Pourtant, quand on voit les photos d'époque de ces gens qui manifestaient en raglan, 3/4, en tailleur, ils ne donnent pas l'impression de venir de bidonville. Oui, non, mais la dignité. Vous savez, la dignité. J'ai dit un jour dans une conférence, j'ai dit, vous pouvez tout enlever à l'immigré, mais pas sa dignité. C'est le seul. Camus disait, l'honneur est la seule richesse qui reste aux pauvres. La dignité est la seule valeur qui reste à l'immigré qu'on a dépossédé de tout. Donc là, effectivement, il se présentait, et c'était un ordre de... Contrairement à ce que dit notre intervenant, et je l'excuse, qui n'a pas du tout suivi ce que j'ai dit. Il se sentait tellement concerné que... Alors moi, je maintiens que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si le GPRA avait donné l'ordre. Mais par contre, la Fédération de France, bien sûr, il y a eu une réunion. Le GPRA, il est fort possible qu'il ne soit pas au courant. Voilà, non, peut-être qu'on l'a mis au courant, mais en tout cas, pas l'ordre. Ce n'est pas le GPRA qui donne l'ordre, on ne sait pas. C'est la Fédération de France. On reste, comme dirait l'historien, dans les hypothèses pour le moment. Et à l'époque, ils vivaient donc regroupés, on estimait à 350 000 à peu près le nombre d'Algériens. Et qu'est-ce qui dans toute la France? Oui, dans toute la France. D'accord. Voilà. 350 000. Et dans la manifestation D'abord, est-ce qu'il y avait des manifestations uniquement à Paris? Non. Lyon aussi. Oui, non, c'est Paris. Tout était centré sur Paris, mais il n'y a pas eu de manifestation dans d'autres villes? Si, il était prévu des manifestations en province, mais tout a été concentré sur Paris et la région parisienne. Et combien il y avait de manifestants? Alors, on les estimait, les estimations, c'est toujours pareil. Vous savez qu'entre les organisateurs qui gonflent, voilà. Et moi, je dirais quand même
que le chiffre de 50 000 n'est pas à sous-estimer. Oui, oui, absolument. Et on dit 40 000, enfin, certains disent entre 30 et 40 000. Moi, je pense qu'on pourrait dire, parce que vu le contexte, vu ce que me racontaient les témoins, vu la capacité de mobilisation du Front de Libération Nationale à ce moment-là, je pense qu'ils étaient en tout cas plus de 40 000, au moins 40 000. Je vais revenir vers vous Voilà. et vers Mohamed Kaki Ouais. pour savoir ce qui s'est vraiment passé oui, au moment de l'éclatement de ça, la c'est violence. terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Brahim Senoussi, comment on les appelle, les émigrés algériens en France, dont peu de gens aujourd'hui dans notre pays, tout particulièrement la jeunesse, c'est-à-dire au moins 70% de la population, ignorent le rôle qu'ils ont joué dans la révolution algérienne. Peu de gens le savent, peu de gens savent que c'était la Fédération de France qui finançait littéralement, quasi intégralement la révolution. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, il y a un abîme d'incompréhension dans la jeunesse en Algérie. C'est extrêmement inquiétant. Je reviens un instant à la question posée par le journaliste français, avant que tu arrives. Il disait, mais pourquoi vous passez votre temps à commémorer, etc. Bon. Et vous commémorez tout le temps, c'est barbant, c'est rasoir, c'est machin, etc., etc. Parce que lui, il appartient à un pays qui a une histoire qui est figée dans le marbre. Il n'y a aucun danger pour qu'elle disparaisse. Alors que nous, elle est menacée de disparition. La transmission ne se fait pas en Algérie. Elle ne se fait plus du tout. Ou alors elle devient un fonds de commerce pour certains. Ou alors c'est le mensonge. Oui. C'est pire. La falsification. C'est-à-dire que c'est le mensonge qui est transmis. Oui. Entre l'histoire mensongère et l'histoire réelle, beaucoup préfèrent présenter l'histoire mensongère parce qu'elle leur sert aussi de fonds de commerce. Oui. Et voilà, c'est là-dessus qu'ils appuient leur légitimité, entre guillemets. C'est un problème important. Et donc, il faut se pencher vraiment très sérieusement sur cette question. Moi, je pense que si on continue comme ça, dans 20 ans, la guerre d'Algérie n'aura pas existé. La colonisation n'aura pas existé. Les camps de concentration n'auront pas existé. Et l'injustice à l'endroit des gens qui ont souffert, qui ont tout donné, les immigrés en France, dont on connaît très peu le rôle, tous ces Français Oui. blancs, qui ont participé à la révolution algérienne et dont on a oublié jusqu'au nom, dont on est en train de débaptiser les rues, les petites rues qui portent leur nom en Algérie. Là, c'est une petite note positive. Oui. Il y a des tentatives de débaptisation. Il y a des gens qui passent effectivement à l'acte, comme la débaptisation de la clinique Laribert, par exemple. Alors que, bon, Laribert, franchement. Ou la débaptisation avortée de la rue Fernand-Yveton. À Oran. Et là, c'est les associations qui ne sont pas très fortes là-bas en Algérie. Ouais. Mais enfin, elles ont quand même un petit peu de ressort, suffisant en tout cas, pour s'opposer à ça et remettre les choses à l'endroit dans ces circonstances-là. Mais en règle générale, les jeunes ne savent rien. Ouais. Ce qui est terrible, moi, ce que j'entends des jeunes dire, quand la France était là, c'était mieux. Ouais. Mais parce qu'ils ignorent l'histoire. Mais ce n'est pas de leur faute, franchement. Non. C'est des éponges, les jeunes. Ils prennent ce qu'on leur donne. Et en l'absence d'une narration sérieuse, d'une narration scientifique, eh bien, ils se raccrochent à ce qu'ils trouvent, à ce qu'ils peuvent. Ils s'imbibent, ils s'imprègnent de ce qu'on leur donne. Juste un truc pour juste élargir un tout petit peu la perspective. C'est... le FLN était quand même porteur d'une aura extraordinaire. Et c'est grâce à cette aura extraordinaire, méritée, qu'il avait pu mobiliser des gens comme ça, leur demander de s'habiller correctement avec leurs femmes, etc., avec leurs enfants. Et ils ont suivi ce que leur demandait le FLN parce qu'ils avaient le sentiment de participer à une aventure collective exaltante, extraordinaire. Exaltante, oui. Les gens étaient enthousiastes, les gens croyaient. Enthousiastes. Ouais. Et donc, il y a eu la prise du pouvoir par Bembella, d'accord ? Ouais. Et puis ce qui a suivi. Notamment, un fait terrible qui, à mon avis, a joué un rôle considérable dans À un moment, les Algériens ont décroché. Et le décrochage s'est produit à un moment précis. Vous vous en souvenez sans doute ? Sandour Tavamoun. Oui.
Le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité. Sandor Tadamou, vous vous en souvenez? Pas toi, forcément. Oui, j'ai entendu parler. Tu en as entendu parler. Tous les Algériens ont cotisé, les femmes ont enlevé leurs bijoux. Oui. En désarroi, etc. Désarmés. 1963. 1963. Et Ben Bella avait lancé un cri en demandant aux gens de donner leurs bijoux pour le bien de l'Algérie. Les gens se sont dépouillés. Les gens se sont dépouillés. Il y avait des queues qui se formaient pour donner des boucles d'oreilles, des bagues, des machins, tout ce Des louis d'or. Toute l'Algérie a donné, l'Algérie a donné, toutes les femmes algériennes en particulier, parce que c'est elles qui portaient de l'or, ont donné leur or. Un élan absolument, un élan incroyable, un enthousiasme formidable. Si on avait construit à partir de ça en Algérie, on n'en serait pas là. Malheureusement. Ça a été le tournant ou la perte de confiance. Exactement, exactement. Oui. Là, c'était... Parce qu'on ne sait même pas ce qui a été fait de cette... Exactement, jusqu'à présent, on ne le sait pas. Alors, Mohamed Kaki et Hassan Zahraoui, vous pouvez échanger, vous interrompre l'un l'autre. Qu'est-ce qui a déclenché à ce moment-là la répression? Et quelle répression? Et quelle a été cette répression? De quelle nature elle a été? Écoutez, juste, puisque Brahim nous a invités à ouvrir la perspective, et je pense que c'est important de dire que le travail du FLN s'inscrit dans une tradition politique en France, qui est le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui a été créé en 1937 à Nanterre. Je vais juste vous demander d'être un peu bref. Non, mais juste simplement dire que la conscience des Algériens... mais je réponds à votre question. Sans pouvoir aller en profondeur. Tout à fait, oui, mais c'est important de dire qu'il y a eu cette tradition-là. Voilà. Alors, pour votre question sur, finalement, la répression... la répression... À quel moment elle a commencé? Comment? Est-ce qu'il y a eu des morts tout de suite? Sur le 17 octobre précisément, on a des faits précis par les historiens. C'est d'abord la question « vous êtes couverts ». Maurice Papon dit aux policiers « allez-y, vous êtes couverts. Pour un coup donné, nous en donnerons 10 ». Quand vous dites ça à des policiers, vous ne leur dites pas 2 fois cette chose-là. Donc, si vous voulez, la férocité... Et d'ailleurs, les 2 historiens importants, Jim House et McMaster, qui sont des Anglais, pas des Français, et ils confirment cette hypothèse-là très importante. La terreur qui a eu lieu est le produit du fait que ces bicots, nous allons les dresser. C'est-à-dire que vous imaginez... En face, il n'y avait pas des êtres humains, des infra-humains. Ce n'était pas des êtres humains. C'est-à-dire que c'est les schémas de représentation à l'époque, c'est qu'un arabe, face à un blanc, il doit baisser la tête. Et donc, vous avez là des gens qui relèvent la tête. Et donc, c'est intolérable. La violence avec laquelle les policiers ont mis leur énergie sur les Algériens de l'époque est égale au schéma de représentation et à la volonté politique de fracasser l'idée même d'indépendance. Et donc, mais l'indépendance était acquise, quasiment. Mais il fallait faire une pression. Vous savez qu'on était dans la fin de la négociation. Ils savaient que c'était irréversible. Oui. Je ne pense pas que c'était pour faire reculer l'option de l'indépendance. Pour les négociations. D'accord, là oui. Vous savez, les accords d'Évian, il y avait un rapport de force. Ben oui, un rapport de force. Et pour ce rapport de force-là, il faut écraser les gens. Et surtout pas, parce que cherchait le FLN? Eh bien, il cherchait une chose importante, l'opinion publique. On savait que le rapport de force n'était pas en notre faveur. À l'époque, nos responsables et dirigeants de l'époque savaient très bien il fallait gagner la bataille politique et diplomatique. D'ailleurs, à l'ONU, etc., le maximum, il fallait donner un retentissement, dire, voilà, on va dans cette manifestation pacifique, et donc pour prouver qu'on a une force de frappe, 30 à 40 000 ou 50 000 personnes, peu importe, mais c'était immense. Et donc ça, la répression dans le sang est double. À la fois, l'arabe, il faut qu'il soit écrasé, il faut restaurer l'arabe dans sa place. C'est ça, c'est revenir à l'histoire coloniale. Hein, c'est-à-dire, ce ne sont pas des êtres humains. Donc il faut qu'ils rampent. Sinon, ça va donner de l'exemple à d'autres. Pardon, parce que moi, je ne vais pas dans la surenchère. Je n'aime pas trop les surenchères. Je veux dire comment ça s'est passé concrètement. Concrètement, c'est qu'il y avait à peu près, je ne donne pas le chiffre exact, c'est 1600 et quelques policiers quand même, mobilisés face à une masse humaine incroyable. Les policiers il y avait des tensions, on l'avait dit dès le début de l'émission, les policiers étaient
tendus. Ils étaient dans un état d'envie d'en découdre, parce que il faut revenir au mois de septembre. Depuis le mois d'août, il y a eu des assassinats de policiers de la force de police auxiliaire, donc de Harki, et donc les policiers, en plus le jour de la manifestation, des messages radio entendus par une des manifestantes. Il y avait beaucoup de policiers. La rumeur, oui. On est au sein des policiers eux-mêmes. Au sein des policiers, des radios qui annonçaient que des policiers venaient d'être tués par des Algériens, etc. Il y avait des radios mille collines déjà Oui, des radios à l'intérieur de la police qui annonçaient donc qu'il y a eu des morts, etc. Donc les policiers avaient déjà la rage, parce qu'il y avait ce qui fait la force de la police, c'est qu'elle fait corps. Mais c'est trop facile, effectivement, comme le dit notre ami, de tout renvoyer sur Papan et sur les policiers. Mais les policiers étaient hyper débordés. Le manifestant dont je parlais tout à l'heure, il m'a dit, je suis arrivé à l'Opéra, il nous a dit, des CRS, repartez tranquillement, on ne vous tapera pas, votre indépendance, vous l'aurez. Il m'a dit, mais je reviens, à partir du moment où je suis arrivé au Rex, des coups de feu commençaient à partir. Et au pont de Neuilly, des coups de feu commençaient à partir. Alors, ils ont commencé à tirer. Ah oui, à tirer à balles réelles sur la foule. Oui, parce qu'ils ont fait circuler les rumeurs comme quoi les policiers étaient en danger, que les manifestants, les pauvres, étaient, alors que, pauvres, pas au sens misérabiliste, mais les gens dignes qui n'étaient pas armés du tout, pacifiques, mains nues, et ils venaient face à une mascarade, des policiers qui avaient la rage. Donc, c'est multiplié par 10, comme il disait. Et ces Algériens et ces femmes, et ces hommes surtout, qu'on jetait dans la Seine. Oui, on les jetait délibérément, ils tombaient. Bien sûr, délibérément, il y en avait qui se sont jetés. Pour les noyer? Oui, pour les noyer, bien les sûr. jetait vivants? Oui, ils les noyaient, bien sûr, ils les noyaient. On faisait même circuler une phrase, on demandait... Tu sais nager? S'il sait nager, on menotte. S'il ne sait pas nager, on jette. Mais il y a d'autres qui ont, pour fuir, et ça on l'a raconté également par un témoin direct, au pont Saint-Michel, des gens qui se sont jetés pour fuir la police. La répression était telle que c'était octobre, il faisait froid. Oui, il pleuvait ce jour-là. Ils ne s'attendaient pas du tout à cette réaction violente de ces nuits, des ratonnades sans fin, parce que ce n'est pas que le 17 octobre, c'est après, quand il y a d'une part le fait qu'on les accueille avec des matraques qui faisaient 85 cm de hauteur, les bidules, on les appelait à la police, 5 cm de diamètre, alors on frappe, et puis on déporte. Combien le nombre de morts? Le nombre de morts, on discute, Elodie parle de 300 et quelques morts jusqu'à aujourd'hui. Alors Jean-Paul Brunet, le spécialiste historien de la police, minimise, il dit que Elodie se trompe, il ne se trompe pas. Je voudrais rendre hommage à un autre monsieur qui s'appelait Élie Kagan, qui avait pris des photos au risque de sa vie, et c'est par lui qu'on voit ces visages ensanglantés et qu'on voit, c'est une répression féroce, non seulement le jour du 17 octobre, mais après quand on les a amenés au Palais des Sports, on les a amenés à Coubertin, on les a amenés à Vincennes, l'identification. On frappe, des hommes tombent à terre, de sang circule, et c'est des nuits d'horreur, et c'est terrifiant. Nous allons écouter M. Papon, à qui on a posé la question, s'il regrettait, Nous allons écouter M. Papon. On n'est jamais content de soi, parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre, telle qu'elle est, et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Alors, M. Emmanuel Macron, président de la République française, a tweeté tout à l'heure, je vous lis son tweet, « Le 17 octobre 1961 fut le jour d'une répression violente de manifestants algériens. La République doit regarder en face ce passé récent et encore brûlant. C'est la condition d'un avenir apaisé avec l'Algérie et avec nos compatriotes d'origine algérienne. » Madame Snoussi, qu'est-ce que vous en pensez? Fin de citation. Non, mais c'est bon, il a fait ça, c'est pas mal, disons que c'est pas mal. C'est mieux que rien. Aucun président avant lui ne l'avait fait, donc voilà. Bon. Mais ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Mais il y a une chose que je voudrais dire. Papon, en effet, bien sûr. Mais il ne faut pas se concentrer sur Papon. C'est le système colonial qui est à l'œuvre. En fait, c'est la plus grande manifestation du système colonial. La plus achevée, la plus accomplie, la plus totale. Voilà.
Et il faut faire attention aussi à ce genre de tweet, parce que c'est bien, on dit la vérité sur le 17 octobre, on dit ensuite la vérité en traînant des pieds, bien sûr, sur tel ou tel autre aspect, sur, par exemple, je sais pas, là, par exemple, sur les enfumades, sur les machins, etc., il n'y a rien pour l'instant. Pour peut-être mieux occulter le reste. C'est pas pour faire avancer la vérité dans son ensemble. Le crime d'État n'a pas été reconnu. Non, le crime d'État n'est toujours pas Parce que reconnu. les responsables n'ont pas encore été définis et on le dissimule. Le crime d'État a été reconnu en ce qui concerne, par exemple, Maurice Audin. Oui, en effet. Un petit tour de table, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, oui. pour que vous ne soyez pas trop frustrés. Écoutez, ce tweet, puisque ce n'est pas un communiqué, c'est un tweet maintenant, on a connu le communiqué de M. Hollande en 2012, qui était un communiqué laconique. C'est-à-dire, on nomme pas, on ne dit pas qui c'est, on ne dit pas ils ont été tués par qui, etc. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'important. Alors, évidemment, on prend acte, c'est toujours bien pour nous, c'est toujours une bataille en plus, etc. Mais ce tweet reste largement en dessous, parce qu'il y a une chose qui est très importante. Il nous faut rester concentrés sur l'aspect systémique. C'est un crime d'État, et c'est un système qui a mis en place ça, et ce sont les plus hautes autorités de l'État qui ont créé cette violence d'État et qui ont assassiné les Algériens. Il faut que M. Macron refasse sa grille de lecture et fasse un vrai communiqué dans ce sens-là. Oui, En moins de 10 minutes. Oui, en moins de 10 minutes. Moi, je pense que ce tweet, c'est bien qu'il reconnaisse la tragédie. Hein, ce n'est pas un événement, c'est une tragédie. C'est François Hollande, crime, pour le moment, lui, il n'a pas prononcé crime d'État. Bien sûr, problème de la reconnaissance d'un crime d'État, il faut savoir qui était le criminel, jusqu'où sont allées les responsabilités. On en a parlé tout à l'heure. Le général de Gaulle, quand Debré a donné sa démission, il a donné carte blanche pour neutraliser le FLN de France, parce que de Gaulle, lui, il jouait comme un équilibriste. D'un côté, il faut attention aux ultras qu'il avait portés au pouvoir, mais de l'autre côté, il faut avancer les négociations avec le FLN. Donc c'est bien, mais François Hollande, comme les deux autres intervenants l'ont dit, a dit oui, je reconnais avec lucidité. Il a utilisé le mot massacre. Donc déjà, le fait qu'on avance, on dit le massacre, mais le problème, c'est qui a donné l'ordre, qui est responsable, et c'est effectivement jusqu'au jour où on aura la reconnaissance d'un crime commis en pleine République, en plein pays des droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'homme. Le mot de la fin. Des millions d'Algériens ont été tués depuis 1830 jusqu'à 1962, dans des circonstances plus horribles les unes que les autres. Les moindres n'étant pas les enfumades dans les grottes où on mettait des gens, etc., le Dahra, les Sbéa, etc., etc. Et c'est toute cette tragédie qui a duré 132 ans, d'accord, qu'il faudrait revenir, qu'il faudrait réinterroger pour en sortir la vérité. De façon apaisée, j'espère. De façon apaisée, bien sûr. On a Parce pas que les fonds de commerce haineux... Je suis d'accord. Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Moi, franchement, Il faut l'écrire d'abord. Absolument. il faut l'écrire et je leur laisse sur le fonds de commerce, ils font avec ce qu'ils veulent, franchement. Et je pense que ça n'intéresse plus grand monde, ce qu'ils disent, franchement, en Algérie. Merci beaucoup. Merci Ibrahim Snoussi. Merci Kaki Mohamed. Merci Hassan Zahraoui. Je vous demande de rester encore un moment. Nous avons quelques scènes à vous montrer. Qawala khair, salama et merci de nous avoir suivis. يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء أنت أغلى فتى يستحق الثناء يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن أنت في الخلد أعز الخالدين سرت للتاريخ مرفوع الجبين
أنت في الخلد أعز الخالدين سرت للتاريخ مرفوع الجبين يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء أنت أغلى فتى يستحق الثناء يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن Vous auriez reconnu la voix de notre consoeur Nassera Mezaoui. Alors, vous vouliez faire un petit message? Oui, je voulais simplement dire qu'il est de l'intérêt de la France et de l'Algérie. La France se grandirait à se regarder dans sa propre histoire de leur relation future. Oui. Et la France se grandirait à reconnaître. Moi, personnellement, quand on me dit repentance, je dis non, la reconnaissance. On demande la reconnaissance. Et puis, je dis, voilà, le père de Zidane nous regarde, hein, monsieur. C'est bien. Je le salue avec sa famille, je salue mes proches qui me regardent, évidemment, bien sûr. Et nous le saluons aussi, nous sommes fiers. Voilà. Nous sommes fiers de lui. Son père, voilà, et tous les Algériens. Et en premier lieu, les familles des victimes. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bravo la khair. Slama.